Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacune et chacun. Je suis Philippe Aubert, président du Conseil pour les questions sémantiques sociologiques et éthiques du CNCPH. Je suis ravi de lancer cette table ronde sur le binôme de travail à compétences complémentaires. L'ambition de notre table ronde est de mettre en avant un projet de solution innovante pour la pleine participation à l'emploi et plus largement à l'activité professionnelle des personnes en situation de handicap, le binôme de travail à compétences complémentaires. Si la notion même de travailleur handicapé fait l'objet de nombreux questionnements et débats, notre objectif pour aujourd'hui est d'explorer une solution qui se concentre sur l'émancipation, la pleine participation et l'épanouissement par l'activité des personnes, plutôt que sur des méthodes de compensation ou de protection. De nombreuses personnes en situation de handicap sont porteuses de projets innovants qui méritent de gagner en visibilité et d'être répliqués. D'autres sont à la recherche de solutions pour répondre à leur volonté d'implication et leur capacité de contribution à la vie professionnelle. Par nos échanges d'aujourd'hui, nous espérons rapprocher ces deux réalités, en lien avec une troisième. La réalité du monde de l'entreprise et du travail en général ne peut s'intéresser à ce genre de projets et de personnes que dans la mesure où ils apportent une plus-value économique et humaine. Par conséquent, les solutions innovantes, qui représentent une opportunité pour nombre de personnes en situation de handicap, ne peuvent pas être déconnectées du marché du travail et doivent inviter ce dernier à une transformation inclusive. Ce marché du travail évolue, et nombre de personnes dites valides se retrouvent dans le même handicap social et professionnel que les personnes en situation de handicap. L'économiste, Pierre-Noël Giraud, parle de trappes à inutilité, dans lesquelles tombent les travailleurs, dont l'activité devient inutile. Dans cette dynamique, pourquoi ne pas repenser la notion d'activité professionnelle contributrice pour profiter de la richesse du potentiel humain que représentent les personnes en situation de handicap? À plus forte raison lorsque l'on sait qu'un changement favorable aux travailleurs handicapés peut profiter à chacun, personne dite valide ou non. L'IGAS fait un état des lieux de l'emploi des personnes en situation de handicap. Celui-ci n'est pas glorieux. J'y perçois un vrai blocage, allant au-delà des simples limitations logistiques. C'est en partant de cette perception et de nombreuses réflexions et recherches sur ce sujet que je veux organiser les travaux du Conseil interne pour les questions sémantiques sociologiques et éthiques du CNCPH. Pour moi, l'action et la réflexion vont de pair. Vous l'aurez compris, pour de nombreuses personnes en situation de handicap, l'accès à l'activité professionnelle, passant par la recherche d'emploi, le maintien dans un emploi existant ou la création d'une activité professionnelle, est un enjeu majeur. Je suis particulièrement conscient que cet élément de la vie en société peut constituer une possibilité d'émancipation et d'épanouissement, tout autant qu'un frein et un véritable handicap social. C'est pourquoi il me paraît indispensable de concevoir et mettre en mouvement des projets, comme celui qui va vous être présenté lors de cette table ronde. Pour donner corps à cette dernière, nous avons la joie de donner la parole à plusieurs intervenants qui exposeront des situations de vie, des solutions innovantes et la réalité du monde du travail. Interviendront dans les 3/4 d'heure qui viennent, Martine Vigneault, présidente de la commission emploi du CNCPH, vice-présidente du CESE, Dina Fourneret, entrepreneuse, personne qualifiée au CNCPH et fondatrice de l'association Macanak et vous, Amandine de Septenville, professeure associée à l'université Paris 8, psychologue et consultante pour la prévention des risques psychosociaux et le management des collectifs de travail. Marianne Nochard et son binôme Mathieu Châtelain, président de la commission territoire et citoyenneté du CNCPH, tous deux créateurs du concept binôme de travail à compétences complémentaires, ou duo de compétences. Jean-Philippe Murat, chef d'entreprise, fondateur du collectif Handipreneur et membre du Conseil pour les questions sémantiques sociologiques et éthiques du CNCPH. Je suis moi-même en duo, et même en trio de compétences, avec Sylvain Valois et Christophe Cadiou, qui m'assistent et m'accompagnent dans mes responsabilités au CNCPH.
et avec qui je co-construis des interventions et formations pour l'inclusion du handicap à destination des entreprises, des organismes de formation et des institutions. Je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet et je confie la parole à Martine Vigneault pour l'animation des tours de parole. Merci Philippe, un grand merci pour cette présentation fort complète. Me voilà confié la mission d'animation et comme je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, c'est pas moi qui vais parler le plus aujourd'hui et je vais donc donner la parole à Mathieu Châtelain et Marianne Auchard qui sont co-porteurs du projet Duo de compétences, de façon à ce qu'ils nous indiquent ce qu'ils ont construit ensemble dans le cadre de l'emploi, de la création d'un emploi. Voilà, je dois dire que Mathieu m'en avait parlé quand il était un membre, assesseur même, de la commission emploi, et j'ai hâte donc d'entendre le projet global. À toi, Mathieu. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous remercie pour votre invitation et on est très heureux de pouvoir participer à cette table ronde aujourd'hui avec vous. Alors nous, notre duo avec Mathieu, il a commencé en 2018. J'ai été recrutée par un prestataire de l'Hérault comme aide à la vie professionnelle pour accompagner Mathieu dans son volontariat aux Nations Unies. Et il faut savoir que si ça a été possible pour moi de l'accompagner, c'est parce qu'avec Mathieu, on a le même niveau d'études et dans des domaines qui sont relativement similaires. Et en fait, tout au long de ce volontariat, on s'est rendu compte qu'on avait plein de compétences qui étaient complémentaires et que de travailler ensemble, ça nous permettait de s'apprendre mutuellement beaucoup de choses et que finalement, on avait une très bonne dynamique de travail quand on travaillait en duo. Souhaitant poursuivre sur cette dynamique, après le volontariat à l'ONU, je me suis porté sur le marché du travail. Et là, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des marches infranchissables. Malgré la grande gentillesse de tous les interlocuteurs au niveau du système, en fait, il y avait une impossibilité à compenser à la fois la déficience physique causée par mon handicap d'envergure, une paralysie cérébrale, avec la déficience associée qui est la dyspraxie. Et d'autant que ça ne pouvait pas seulement se compenser par une aide technique et que j'ai besoin d'une aide humaine sur l'ensemble de l'amplitude de travail en présentiel ou à distance. Et donc, au-delà du financement qui aurait été trop important pour une aide de vie professionnelle, ça aurait été aussi compliqué pour Mathieu. Enfin, c'était pas possible parce qu'il faut savoir que c'est un métier où il y a beaucoup de turnover. Et donc, même sur un poste à temps partiel, sur le long terme, ça paraît quand même difficilement envisageable. Et aussi parce que, comme on a pu le dire juste avant, en fait, pour pouvoir accompagner quelqu'un dans son travail, il faut avoir fait des études dans des domaines qui sont similaires. Et c'est vrai que dans le cas de Mathieu, par exemple, une personne qui a fait 5 années d'études post-bac va plus aspirer à des postes de cadre, donc avec les prétentions salariales qui vont avec, plutôt qu'à des postes d'aide à la vie professionnelle. Et donc, du coup, face à ce mur, avec Mathieu, nous, ça nous a vraiment motivés en fait pour chercher des solutions. On s'est dit que c'était pas possible que des personnes qui étaient très motivées et qui avaient plein de compétences, elles se retrouvent mises à l'écart des postes auxquels elles pouvaient prétendre, simplement parce que les fiches de poste sont standardisées et qu'il y avait certaines tâches qui étaient trop complexes. Donc, on s'est mis en mode de gestion de projet et notre projet, c'est devenu de trouver une solution.
Et la solution qu'on a trouvée, nous, c'était de devenir collègue de travail. Et c'est pourquoi on en est arrivé à conceptualiser officiellement le duo de compétences pour que ça puisse être un système qui puisse accompagner le plus de monde possible et que ça soit vraiment un vecteur de société inclusive dans le domaine de l'emploi, parce qu'on connaît l'importance du lien social aussi et des expériences qui peuvent se nouer sur le marché de l'emploi et dans le monde du travail. Donc, qu'est-ce que c'est que ce duo de compétences? Et en fait, c'est deux salariés qui occupent deux postes de travail à responsabilité équivalente et qui, même s'ils sont bien sûr sous la supervision de l'employeur, s'organisent de manière autonome en ce qui concerne la répartition des tâches, en prenant en compte effectivement ce qui est rendu impossible par le handicap de l'un des deux. Et donc, c'est un système que nous avons pu mettre en pratique auprès de la Haute Autorité de Santé qui nous a recrutés en binôme tous les deux comme vacataires, auprès de la Faculté de médecine de Montpellier où nous donnons des cours sur la sensibilisation au handicap accompagné du CHU, auprès de la Société française d'études et de recherche sur le handicap de l'enfance, notamment à son congrès 2020, et puis en tant que gestionnaire du projet et développeur de duo de compétences. Ouais. Très bien. Donc, voilà, il y a un bel exemple de création de deux emplois, en fait. Donc, cette chose-là est une expérience. Je pense que dans la table ronde, on aura aussi Dina qui nous parlera de ces projets qui sont similaires. Cependant, moi, j'ai envie de demander à Amandine de Septemville, qui est professeure associée à l'Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, hein, c'est bien ça, un petit peu ce qu'elle pense de votre projet, enfin de votre projet, de votre réalisation, en quoi donc ce duo est innovant. Je pense qu'on peut le dire, mais vous allez trouver les points forts là-dessus. Par contre, est-ce qu'il y a des limites actuellement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lever ces limites? Et comment peut-on faire pour exporter dans le monde du travail, c'est-à-dire dans l'entreprise, hein, il faut, c'est ça à terme ce qu'il faut envisager. Comment peut-on faire tout cela pour que, en fait, à un moment donné, le droit spécifique ou l'expérimentation puisse rejoindre le droit ordinaire? Voilà, Amandine, vous pouvez nous en dire un peu, quelque chose? Alors, je vais essayer d'en dire un peu et de répondre à quelques questions. Alors, moi, mon intervention d'aujourd'hui, elle est basée sur des observations de terrain. Je ne suis pas une experte sur la question du handicap, ni sur la question de l'inclusion, et encore moins du droit. Mais c'est un partage d'expérience. J'ai pu donc, grâce à mon activité de consultante en prévention des risques psychosociaux et qualité de vie au travail, être témoin finalement des difficultés à la fois des chefs d'entreprise, des managers, des collègues, des travailleurs en situation de handicap et de tous les acteurs qui traitent de ces questions-là au sein des organisations, que ce soit les médecins, les référents handicap, les responsables diversité, les RH, etc. Voilà, témoin en tout cas de certaines difficultés. Ce que je peux dire, c'est que avec la volonté de l'entreprise et de ses représentants, alors parfois avec beaucoup de complexité, parfois avec un peu ou beaucoup de découragement, les dispositifs existants peuvent répondre aux objectifs d'accès et de maintien dans l'emploi
et dans une certaine mesure de protection des personnes en situation de handicap. Je pense même que ces dispositifs fonctionnent bien pour certaines catégories de handicap. Et je suis aussi malheureusement convaincue que les dispositifs existants fonctionnent moins bien pour d'autres situations. Donc les échanges que l'on a eus, en tout cas avec Philippe, Sylvain, Mathieu et Marianne, me laissent penser que finalement l'ambition du duo de compétences va plus loin que l'accès et le maintien dans l'emploi, puisque quand nous l'évoquons ensemble, on parle d'émancipation, de contribution pleine et entière des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, on parle de qualité de vie au travail, de satisfaction au travail. Et c'est peut-être par rapport à ces ambitions que les dispositifs actuels à la fois atteignent leurs limites et que le duo de compétences trouve son côté innovant. Du coup, notre questionnement est le suivant, c'est comment innover et quelle dimension du travail interroger pour atteindre ces objectifs ambitieux, certes, d'émancipation et de qualité de vie au travail. Alors justement, par rapport à cette expérience de terrain et puis aussi par rapport aux apports théoriques de la psychologie sociale, qui s'est beaucoup intéressée à cette question de l'inclusion et plus spécifiquement du handicap, pour moi, il y a 4 dimensions qui doivent être considérées plus particulièrement. Avant tout, j'ai envie de parler du sentiment d'utilité sociale. Le sentiment d'utilité sociale, c'est ce besoin fondamental qu'on a de percevoir très directement le sens de notre travail et notre contribution dans la réalisation de quelque chose de collectif. Ce besoin finalement d'être convaincu que même si nul n'est irremplaçable, comme on dit dans l'entreprise, ma contribution, elle, est indispensable au fonctionnement collectif et elle n'a pas qu'une valeur symbolique. Alors même si tout ça semble évident peut-être pour vous, mais cette notion renvoie au fait que finalement pour parler d'émancipation et pour parler de qualité de vie au travail, il ne suffit pas d'occuper un emploi. La deuxième notion, c'est celle de la reconnaissance. Je crois qu'aujourd'hui, on est en capacité de répondre aux besoins de reconnaissance qu'on appelle existentiels, c'est-à-dire celle qui consiste à reconnaître la personne dans son entièreté avec ses fragilités et que, encore une fois, les dispositifs permettent de considérer cette personne. Par contre, il me semble plus difficile de mettre en pratique la reconnaissance de l'effort, de l'investissement et du résultat. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les représentations sociales, les biais cognitifs, les stéréotypes rendent tabou ces exigences envers les travailleurs handicapés. La question de la performance, de la productivité, le dépassement de soi, l'atteinte des objectifs sont difficiles à appréhender pour les managers face à des personnes qui sont en situation de handicap. Donc les comportements qui découlent de tout cela, finalement sans être délibérément hostiles, finalement discriminent, voire dans certaines situations excluent ces travailleurs. La troisième notion, c'est celle de l'identité professionnelle. Alors pour la définir en 2 mots et pour faire simple, l'identité professionnelle, ce sont les caractéristiques acquises et fondamentales de quelqu'un qui font son individualité et sa singularité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. J'ai pu être témoin, malheureusement, dans certaines situations où l'identité professionnelle était finalement travestie pour répondre à une logique d'accès ou de maintien, quoi qu'il en coûte. Voilà. Il ne peut pas être question de bien-être quand finalement ce qui nous définit est laissé de côté simplement pour occuper une place ou pour avoir accès à un emploi. La dernière notion, elle est directement en lien avec les précédentes. Et Mathieu l'évoquait justement précédemment, c'est celle du sentiment d'appartenance, le sentiment d'utilité sociale, la reconnaissance, l'identité professionnelle. Quand ces dimensions sont affaiblies, le sentiment d'appartenance l'est aussi. Or ici, l'enjeu est bien que ce soit l'expérience, les savoir-faire, les compétences, les qualités professionnelles de la personne qui motivent son sentiment d'appartenir à un groupe et non sa seule situation de travailleur handicapé. Si nous voulons donc parler aujourd'hui de pratiques inclusives et de ces dispositifs innovants,
alors que nous mettons en doute dans un même temps notre capacité à développer pour les personnes en situation de handicap ce sentiment d'appartenance réel à un collectif de travail, je crois qu'il est fondamental de nous interroger sur les quelques dimensions que j'ai pu citer précédemment. Les duos de compétences donc ne sont pas une réponse parfaite à ces difficultés. Je crois que tout le monde en a conscience ici. Cependant, ce sont pour moi des dispositifs innovants dans le sens où ils apportent des réponses au moins partielles aux problématiques qu'on évoque ici. Voilà. Et pour finir, et pour respecter le temps de parole qui m'est dédié, alors je dirais que oui, c'est un projet ambitieux. Il exige de reconsidérer des concepts majeurs du fonctionnement de nos organisations, que ce soit juridique, légal et même culturel. Et donc en ça, je crois que tous ceux qui sont investis, en tout cas dans ce projet, ont tout à fait conscience des freins que l'on va rencontrer quand il s'agira en tout cas de les implémenter au sein des organisations. Merci beaucoup. Je sais que le sujet pourrait être développé davantage, mais c'est pas 45 minutes qu'on aurait besoin. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Dina Fourneret, qui va, elle, nous dire qui elle est déjà, nous dire qu'est-ce qu'elle a rencontré dans son parcours, les freins, les limites, et puis évidemment la réussite, puisque vous voyez une jeune femme heureuse et épanouie, comme nous tous d'ailleurs. Merci. Pour prendre la parole aujourd'hui, je mets du temps, mais parce que c'est pas évident pour moi. Je suis aphasique, donc je dois chercher, je dois trouver tous mes mots. Et l'émotion, c'est encore une salade. Donc, je mets mes lunettes et je vais lire ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, réfléchi. Et je vais reprendre, à la fin, tu verras, je prendrai la partie culturelle importante où il faut renverser la vapeur. Parce que je crois que, en fait, on est dans le bon moment, le timing pour ça. Donc, je suis devenue, comme vous pouvez le voir, une petite boule d'émotion du fait de mon aphasie. Je n'arrive même plus à me relire, mais c'est pas grave, je passe. J'ai dit, mais bon, ce n'est pas, en fait, seulement en tant qu'handicapée que je suis là. Je dois vous parler à propos de ma vie professionnelle et voir en quoi mon parcours avec un handicap au milieu qui s'est présenté, comment j'ai pu m'organiser dans la vie professionnelle telle qu'elle est en France. Donc, avant mes 2 AVC, c'était en 2014 et 2015, j'étais chef d'entreprise dans la mode. Maintenant, je suis à peu près toujours la même, avec quelques différences, mais je suis toujours entrepreneuse. Mais je dois dire, c'est là où j'ai envie de renverser la vapeur, je dois vous dire, ça fait 1 an que je dis ça, je suis devenue une entrepreneureuse. C'est qu'en fait, de par mon handicap, je dois être dans le positif. Il faut s'organiser pour que tout aille bien, puisque rien ne peut il faut être au mieux. Concrètement, je suis donc la nouvelle Dina qui a dû tout réapprendre parce que j'ai perdu l'automatisme de la parole. Donc c'est le principe de l'aphasie. Alors, comme peut-être vous le percevez, il y a les idées, les envies, le projet, et même de temps en temps, on dit l'étincelle. Tous sont bien en force, mais
pour les questions un peu plus terre à terre, l'organisation, la planification, la comptabilité, ce n'est pas tout rose. Au début, j'ai pensé que malgré tout, j'arriverais par moi-même. J'ai pu convaincre telle entreprise de s'associer avec moi, c'est pas qu'on s'aide, mais qu'on travaille dans le même marché, sauf que on était bien dans la même complémentarité parfaite. Mais comme je ne suis plus dans un esprit business, je ne sais pas battre, je dois être positif, je dois rester dans ma position d'entrepreneureuse. Le Covid et tout compris, ça a été un drame. Donc voilà, c'est pas évident de trouver, surtout quand on est dans le cadre d'un handicap invisible. On ne dirait pas, mais c'est pas si évident de convaincre. Alors j'ai commencé, justement pour reprendre cette notion de culture, je suis passée dans la phase de créer une association, Macanak et vous. Alors Macanak, il faut savoir, c'est les termes, ça fait partie de mes jargons. Quand je suis un peu fatiguée le soir et que j'ai plus trop envie de parler, que je fais la normale pour moi. Vous, par contre, là, c'est vous tous, chacun. C'est tant Philippe dans son fauteuil, Martine, pour qui l'emploi en général est le nerf, et puis cette vision de Mathieu et sa copine. Excusez-moi, je n'ai pas tourné tous les noms, mais vous m'avez compris. Donc je reprends mon détail. Avec mon Macanak et vous, je me suis dit peut-être que là, je peux réunir et où on va, comme c'est une association, on n'est pas là pour faire des sous, et donc on va aller dans le bon sens, on va se complémentariser. Alors j'ai fait ça sur le moment, ben voilà, tout s'est bien passé et tout se passe. J'ai convaincu la Poste au plus haut pour dire ok, vous pouvez écrire à tous nos 13 000 personnes handicapées de manière à ce que vous puissiez lui donner l'envie de venir participer à une opération culturelle partout en France en utilisant les posters de l'artiste Street Art JR. Bon, ça a été génial. C'est-à-dire que en novembre 2017, en un coup comme ça, on a pu coller sur les murs dans 11 grandes villes de France 200 personnes handicapées qui étaient pour trouver leur place. Et ça a été un signe très important pour moi dans cette recherche de réapprendre mon travail. C'est cette fierté de se voir reconnu dans son humanité. Et c'est comme ça que je suis partie dans l'idée de trouver ma place. Et c'est pour ça que tu interviens aujourd'hui. Et voilà. Pourquoi prendre la parole aujourd'hui ? Je mène... En fait, j'ai l'air comme ça, entrepreneureuse et en pleine forme. Mais là, je reprends le texte. Je mène un combat de chaque jour pour faire ma place, pour me faire entendre, pour être légitime en tant que professionnelle. Grâce à mon handicap, je pense, j'agis et je travaille autrement. Mais je vais aussi que dès que je sors du bénévolat, ça devient très compliqué. On n'est plus considéré, on n'est plus vraiment pris au sérieux. On a toujours
formidable là, mais ça s'est été dit déjà. On nous dit c'est génial, c'est formidable. Tu te rends compte, tu es en vie. On sort des clous. Mais oui, c'est ça. Mince, tu sors des clous. Donc on ne peut pas t'embaucher. On ne peut pas travailler ensemble. C'est trop compliqué. Pour l'instant, donc, vivre ma vie de mes actions et autres productions, c'est difficile. Et en fait, un peu impossible. Ceci étant, pour garder le temps, il faut pouvoir, pour être à fond, je vais demander 1 minute de plus. Pour pouvoir être à fond, donc, voilà, dans mon activité. Excusez-moi, je suis confuse, mais voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. Ce que j'ai gardé de mon expérience avec l'association, qui existe toujours, c'est l'esprit du win-win. Parce que, en fait, ce qu'on a décrit tout à l'heure avec Mathieu et son binôme, en fait, l'important, quand j'en parle avec Sylvie, excuse-moi Sylvain, il faut qu'on soit tous dans le win-win, c'est-à-dire chacun est à sa place et vit sa vie professionnelle. C'est quand chacun est bien à place que c'est ensemble qu'on va réussir à être tout bien cordonné. Donc avec la question du jour, le binôme de travail à compétences complémentaires, est-ce que ça marcherait pour moi? Je dis oui, absolument. Et c'est très important à réfléchir, à créer, à imaginer, à insérer ça auprès des plus grands masters de managérial, qu'on soit entendu dans notre diversité et dans notre force. Et je pense que ça pourrait donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'en suis à 8 minutes 50. Je m'arrête. Non. Et... Merci Dina. Je crois que les applaudissements, on les partagera à la fin. Mais bravo Mais pour. Je peux faire CV clic. Pour ce témoignage qui dénote effectivement la volonté et la nécessité aussi que peut-être la société doit s'adapter, parce que c'est pas entendable que quand on passe du bénévolat à la situation de travail, on rencontre autant de difficultés. Donc là-dessus, je crois qu'il faut avancer. Je vais passer la parole à Jean-Philippe Murat, qui est en visio, si je ne m'abuse. Alors, lui a connu avant, et Monsieur Murat, vous avez connu avant et après. Je vais résumer ça comme ça. Vous avez vous travaillez avec une plateforme qui s'appelle les Handipreneurs. Donc vous avez une longue réflexion sur toutes ces questions d'insertion des travailleurs handicapés dans le monde du travail. Vous allez certainement nous parler un petit peu de votre expérience. Et moi, j'ai envie de vous demander si votre statut de travailleur non salarié, puisque est-ce qu'il contribue à l'innovation par les travailleurs handicapés? Comment on peut éventuellement, quand on est indépendant comme ça, définir son employabilité? Est-ce qu'il y a des organismes qui vous aident? Peut-être vous pourrez nous dire quelques mots sur le fait de ce que vous a inspiré ce duo de compétences.
Et puis, bon, vu le temps, on peut pas aller très loin, mais j'ai vu sur votre plateforme que vous pensiez à créer un statut spécifique du handicapreneur. Ça, c'est la question subsidiaire, mais peut-être pour vous principale. Donc, voilà un petit peu ce qu'on aimerait comprendre de votre activité. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à Philippe. Merci pour son invitation au débat. C'est toujours très, très enrichissant les sessions qu'il organise. Donc oui, moi je m'appelle Jean-Philippe Murat, je suis entrepreneur depuis 20 ans. Depuis 2002 exactement. En 2006, j'ai eu un accident qui m'a laissé tétraplégique. Donc, j'ai connu en fait le fait d'entreprendre avant et le fait d'entreprendre après. Et beaucoup de choses changent quand on est en situation de handicap, même si on a exactement les mêmes partenaires, quels qu'ils soient. Donc, j'ai cette double facette. Cette double facette m'a amené tout au long de ces 15 dernières années à fréquenter beaucoup de chefs d'entreprise en situation de handicap et de nombreux travailleurs indépendants handicapés, ainsi que des porteurs de projets. J'en ai tiré des conclusions qui ont donné naissance justement à l'association Les Handipreneurs. Les handipreneurs, en fait, ont 3 axes de travail. Un, c'est un mouvement fédérateur des porteurs de projets et des travailleurs indépendants handicapés pour faire évoluer la loi. Et effectivement, comme vous l'avez dit, avoir un statut aujourd'hui privilégié comme celui de l'auto-entrepreneur, mais au niveau des personnes en situation de handicap, qui s'appelle l'handipreneur, la contraction de handicapé entrepreneur. Donc voilà, donc depuis 2017, nous avons présenté un avant-projet de loi à la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, cette idée a été présentée à Sophie Cluzel il y a 1 an. Et malheureusement, ça a été stoppé un petit peu avec le Covid. Mais j'espère que Madame Cluzel va reprendre contact avec nous pour avancer sur ce dossier. Le deuxième axe de travail, c'est d'accompagner les porteurs de projets en situation de handicap vers la création de leur activité ou vers le rebond de leur activité et les aider à rechercher des financements. Ça, c'est la particularité de notre association. Nous prenons en charge complètement le travailleur indépendant handicapé ou le porteur de projet. Nous lui montons tous ses dossiers, nous l'aidons et nous l'accompagnons sur les 3 premières années de son activité. Et aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir un taux d'existence des activités des gens que nous avons accompagnés qui est de 13% supérieur à celui des entrepreneurs sur les 3 premières années du monde des valides. Donc voilà. Et enfin, dernier point, nous sommes en train de créer une plateforme collaborative pour les petits, pour les ESAT, les entreprises adaptées, qui va être lancée lors de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est une plateforme qui va rompre l'isolement de tous ces travailleurs qui sont souvent seuls dans leur coin et qui sont confrontés justement au monde socio-économique ordinaire et qui n'est pas très accueillant comme le démontre le rapport de l'IGAS. Donc voilà. Donc, au-delà de créer son propre emploi, entreprendre en situation de handicap apporte aux porteurs de projet une réelle émancipation et une expression totale de son talent, une façon de se réaliser aussi pleinement et de reprendre confiance en soi et de gagner en dignité, souvent que nous avons perdu lors de notre handicap, la survenue de notre handicap. Le fait de jouir aussi d'une totale liberté, ça c'est très important parce qu'on est très contraint dans nos vies d'handicapés et ça permet de faire sauter certains freins qui nous font du bien. Et enfin, de retrouver une place, une utilité sociale et de répondre souvent à une quête de sens. C'est aussi une manière d'assumer sa vulnérabilité et d'en faire une force qui s'appelle bien souvent l'audace. Et je revendique le fait d'oser entreprendre quand on est en situation de handicap. Et Dina en est un très bel exemple. Et nous avons... Aujourd'hui, nous accompagnons 35 à peu près projets par an et
je constate un réel dynamisme sur tous ces porteurs de projets. Je dirais qu'ils passent de la phase de survie à la phase d'une nouvelle vie. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que quand on est en situation de handicap, du moins, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ma tétraplégie. Pendant des années, j'ai survécu. Voilà. Et le fait de reprendre pied avec tout ça, aujourd'hui, je vis et je vis pleinement. Et c'est vrai que mes entreprises et l'association m'apportent énormément dans ma construction personnelle. Donc, cette alternative place souvent la personne en situation de handicap dans une réelle dynamique et une plus-value personnelle, je dirais, qui profite à la richesse de son capital humain. Ce que le marché de l'emploi ne propose pas aux personnes en situation de handicap aujourd'hui. L'inclusion ne marche que quand on est dans les grands groupes. Mais malheureusement, la France est constituée d'un grand réseau de PME et de PMI et d'ETI. Et il n'y a pas ce niveau de culture qu'on connaît dans les grands groupes au niveau de l'inclusion. Sur cette force économique à laquelle nous nous confrontons quand nous cherchons un emploi direct. Et ça, c'est bien dommage. Et comme le disait Dina, effectivement, il y a un gros travail culturel à faire là-dessus. Alors, ceci dit, nous avons trouvé une façon justement intéressante qu'on propose à nos porteurs de projets et qui est une méthode win-win, comme ça a été dit, et qui approche le binôme de compétences. C'est-à-dire qu'on demande à des entreprises donc PME et ETI notamment, de s'investir dans le handicap autrement par du mécénat de compétences. Et le mécénat de compétences, aujourd'hui, intéresse beaucoup ces petites entreprises et ces moyennes entreprises et elles nous mettent à disposition du savoir-faire qui accompagne, qui vient tutorer différents projets. Et c'est une façon de s'investir dans le handicap et dans l'inclusion différente de celle de l'emploi. Et pour nous, c'est une manière d'avoir détourné, je dirais, ce manque de culture qu'ont les PME et les ETI. Donc, ce mécénat de compétences, c'est une clé qui nous permet de rentrer plus facilement. Et donc, on est exactement dans du win-win, du gagnant-gagnant. Et on est dans un binôme aussi de compétences, sauf qu'on associe un porteur de projet et une entreprise avec une équipe ou certaines personnes qui vont s'investir aux côtés de notre porteur de projet. Donc voilà, pour nous, c'est une vraie réponse je dirais, une véritable alternative au marché de l'emploi direct. Les trentaines de projets que nous accompagnons tous les ans aujourd'hui sont véritablement satisfaits de ce mécénat de compétences. Et cette année, nous allons augmenter un petit peu la donne, puisque sur les 3 dernières années, nous avons eu à peu près 30% de demandes d'accompagnement de porteurs de projets. Cette année, on pense qu'on va pouvoir accompagner 100 porteurs de projets, donc passer une étape supérieure et se régionaliser pour étendre cette alternative au classique marché de l'emploi. Donc, pour l'instant, nous sommes sur Paris et Lyon et nous allons ouvrir sur l'Occitanie d'ici janvier. Et donc, je lance un clin d'œil à Mathieu Châtelain et à Marianne Auchard, puisque j'ai pu comprendre que vous étiez de cette région. Donc voilà, donc j'espère qu'on pourra se rencontrer pour discuter de tout ça et partager nos expériences respectives. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai envie de vous dire, il faut mutualiser toutes ces expériences-là. Au fil de cette table ronde, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. J'étais même impressionnée pour faire bouger les lignes. Je crois que tous, on y contribue. Le sujet, c'est de les mettre en synergie de façon à ce qu'on puisse améliorer, disons, le droit commun et le droit spécifique pour faire de l'entreprise handi inclusive. Et donc, dans la commission emploi, moi, je vous invite à apporter les contributions
pour que, parce que dans la commission emploi du CNCPH, on est largement garant, enfin on tient les questions législatives, donc moi je vous invite à apporter vos contributions et je les regarderai toujours avec beaucoup d'attention. Je crois que dans le timing, évidemment, très réduit, Philippe doit... Non, mais par contre, mais il aura d'autres occasions pour décliner tout ce qu'il a lancé. Alors, moi, j'ai une consigne pour nos auditeurs, c'est qu'il y a une séquence qui s'appelle un flash innovation avec Julie Lavé, qui est responsable des affaires publiques d'Apple France, et donc je vous invite à ne pas décrocher, mais à continuer avec nous. Bonne continuation. Merci.